Les trappeurs de l'Arkansas, un roman de Gustave Aimard. Deuxième partie, Ouakteno. Chapitre 1. Le cœur loyal. La position était complètement changée. Les chasseurs, qui un moment auparavant se trouvaient à la merci des Indiens, non seulement étaient libres, mais encore se trouvaient en mesure de poser de dures conditions. Bien des fusils s'étaient abaissés dans la direction du Canadien. Bien des flèches avaient été dirigées contre lui. Mais sur un signe de la tête d'aigle, les fusils s'étaient redressés et les flèches étaient rentrées au carquois. La honte d'être joués par deux hommes qui les bravaient audacieusement au milieu de leur camp faisait bouillonner la colère dans le cœur des Comanches. Ils reconnaissaient l'impossibilité d'une lutte avec leurs hardis adversaires. En effet, que pouvaient-ils contre ces intrépides coureurs des bois qui comptaient leur vie pour rien? Les tuer? Mais en tombant, ils égorgeraient sans pitié les prisonniers qu'on voulait sauver. Le sentiment le plus développé parmi les peaux-rouges est l'amour de la famille. Pour ses enfants ou sa femme, le guerrier le plus farouche n'hésitera pas à faire des concessions, que les plus effroyables tortures ne sauraient, dans d'autres circonstances, obtenir de lui. Aussi, à la vue de sa femme et de son fils tombés au pouvoir de belle humeur, la tête d'aigle ne songea plus qu'à leur salut. De tous les hommes, les Indiens sont peut-être ceux qui savent avec le plus de facilité se courber aux exigences d'une situation imprévue. Le chef Comanche enfouit au fond de son cœur la haine et la colère qui le dévoraient. D'un mouvement plein de noblesse et de désinvolture, il rejeta en arrière la couverture qui lui servait de manteau, et le visage calme, le sourire sur les lèvres, il s'approcha des chasseurs. Ceux-ci, habitués de longue main aux façons d'agir des peaux-rouges, restaient impassibles en apparence, attendant le résultat de leurs hardis coups de main. « Mes frères pâles, dit le chef, sont remplis de sagesse, quoique leurs cheveux sont noirs. Ils connaissent toutes les ruses familières aux grands guerriers. Ils ont la finesse du castor et le courage du lion. » Les deux hommes s'inclinèrent en silence. La tête d'aigle continua. Puisque mon frère, le cœur loyal, est dans le camp des Comanches des Grands Lacs, l'heure est enfin arrivée de dissiper les nuages qui se sont élevés entre lui et les peaux-rouges. Le cœur loyal est juste, qu'il s'explique sans crainte. Il est devant des chefs renommés qui n'hésiteront pas à reconnaître leurs torts s'ils en ont envers lui. « Oh oh !» répondit le Canadien en ricanant. « La tête d'aigle a bien promptement changé de sentiment à notre égard. Croit-il pouvoir nous tromper avec de vaines paroles ?» Un éclair de haine fit étinceler la prunelle fauve de l'Indien. Mais par un effort suprême, il parvint à se contenir. Tout à coup, un homme s'interposa entre les interlocuteurs. Cet homme était Échis, le guerrier le plus vénéré de la tribu. Le vieillard leva lentement le bras. « Que mes enfants m'écoutent, dit-il. Tout doit s'éclaircir aujourd'hui. Les chasseurs pâles fumeront le calumet en conseil. » « Qu'il en soit ainsi, » fit le cœur loyal. Sur un signe du soleil, les principaux chefs de la tribu vinrent se ranger autour de lui. Belle Humeur n'avait pas changé de position. Il était prêt, au moindre geste suspect, à sacrifier ses prisonniers. Lorsque la pipe eut fait le tour du cercle formé près des chasseurs, le vieux chef se recueillit. Puis, après s'être incliné devant les Blancs, il parla ainsi. « Guerriers, je remercie le maître de la vie de ce qu'il nous aime, nous, peaux-rouges, et de ce qu'il nous envoie aujourd'hui ces deux hommes pâles qui pourront enfin ouvrir leur cœur. Prenez courage, jeunes gens, ne laissez pas vos âmes s'appesantir, et chassez loin de vous le mauvais esprit. Nous vous aimons, cœur loyal. Nous avons entendu parler de votre humanité pour les Indiens. Nous croyons que votre cœur est ouvert, et que vos veines coulent claires comme le soleil. Il est vrai que nous autres Indiens n'avons pas beaucoup de sens, lorsque l'eau ardente nous commande, et que nous pouvons vous avoir déplu dans diverses circonstances. Mais nous espérons que vous n'y penserez plus, et que tant que vous et nous serons dans les prairies, nous chasserons côte à côte, comme doivent le faire des guerriers qui s'aiment et se respectent. » Le cœur loyal répondit. « Vous, chef, et autres membres de la nation des Comanches, des Grands Lacs, dont les yeux sont ouverts.
J'espère que vous prêterez l'oreille aux paroles de ma bouche. Le maître de la vie a ouvert mon cerveau et fait souffler à ma poitrine des paroles amicales. Mon cœur est rempli de sentiments pour vous, pour vos femmes, pour vos enfants. Et ce que je vous dis en ce moment procède de la racine des sentiments de mon ami et des miens. Jamais dans la prairie, mon hâteau n'a été fermé aux chasseurs de votre nation. Pourquoi donc me faites-vous la guerre? Pourquoi donc torturer ma mère, qui est une vieille femme, et chercher à m'arracher la vie? Je répugne à verser le sang indien, car je vous le répète, malgré tout le mal que vous m'avez fait, mon cœur s'élance vers vous. Oh ah, interrompit la tête d'aigle. Mon frère parle bien, mais la blessure qu'il m'a faite n'est pas encore cicatrisée. Mon frère est fou, répondit le chasseur. Me croit-il donc si maladroit de ne pas l'avoir tué, si telle avait été mon intention? Je vais vous prouver ce dont je suis capable et de quelle façon je comprends le courage d'un guerrier. Que je fasse un signe. Cette femme et cet enfant auront vécu. Oui, appuya Belle Humeur. Un frisson parcourut les rangs de l'assemblée. La tête d'aigle sentit une sueur froide perler à ses tempes. Le cœur loyal garda un instant de silence en fixant sur les Indiens un regard d'une expression indéfinissable. Puis, haussant les épaules avec dédain, il jeta ses armes à ses pieds, et croisant les bras sur sa large poitrine, il se tourna vers le Canadien. « Belle Humeur, dit-il, d'une voix calme et parfaitement accentuée. Rendez la liberté à ces deux pauvres créatures. »« Y songez-vous » s'écria le chasseur, tout interloqué. « Ce serait votre arrêt de mort ?»« Je le sais. »« Eh bien ?» ?»« Je vous en prie. » Le Canadien ne répondit pas. Il commença à siffler entre ses dents, tirant son couteau. Il trancha d'un coup les liens qui attachaient les captifs, qui bondirent comme des jaguars et allèrent en poussant des hurlements de joie se cacher au milieu de leurs amis. Puis il remit son couteau à sa ceinture, jeta ses armes, descendit de cheval et se plaça résolument auprès du cœur loyal. « Que faites-vous donc » s'écria celui-ci. « Sauvez-vous, mon ami !»« Me sauver? Moi, pourquoi faire ?» répondit insoucieusement le Canadien. « Ma foi, non. Puisqu'il faut toujours finir par mourir, j'aime autant que ce soit aujourd'hui que plus tard. Je ne retrouverai peut-être jamais une si belle occasion. » Les deux hommes se serrèrent la main par une étreinte énergique. « Maintenant, chef, » dit de sa voix calme le cœur loyal en s'adressant aux Indiens, « nous sommes en votre pouvoir. Agissez comme bon vous semblera. » Les Comanches se regardèrent un instant avec stupeur. La stoïque abnégation de ces hommes qui, par l'action hardie de l'un d'eux, pouvaient non seulement s'échapper, mais encore leur dicter des lois, et qui, au lieu de profiter de cet avantage immense, jetaient leurs armes et se livraient entre leurs mains, leur paraissait dépasser tous les traits d'héroïsme restés célèbres dans leur nation. Il y eut un silence assez long, pendant lequel on aurait entendu battre dans leur poitrine le cœur de tous ces hommes de bronze, qui, par leur éducation primitive, toutes deux sensations, sont plus aptes qu'on ne pourrait le croire à comprendre tous les sentiments vrais et apprécier les actions réellement nobles. Enfin, la tête d'aigle, après quelques secondes d'hésitation, jeta ses armes, et s'approchant des chasseurs, il leur dit d'une voix émue, qui contrastait avec l'apparence impassible et indifférente qu'il cherchait en vain à prendre. « Il est vrai, guerrier des visages pâles, que vous avez un grand sens, qu'il adoucit les paroles que vous nous adressez, et que nous vous entendons tous. Nous savons aussi que la vérité ouvre vos lèvres. Il est très difficile que nous autres Indiens, qui n'avons pas la raison des Blancs, ne commettions pas, souvent sans le vouloir, des actions répréhensibles. Mais nous espérons que le cœur loyal ôtera la peau de son cœur pour qu'il soit clair comme le nôtre, et qu'entre nous la hache sera enterrée, si profondément que les fils des fils, de nos petits-fils, dans 1000 lunes, et sans davantage, ne pourront la retrouver. » Et posant les deux mains sur les épaules du chasseur, il le baisa sur les yeux, en ajoutant « Que le cœur loyal soit mon frère !»« Soit, » fit le chasseur heureux de ces dénouements. « Désormais j'aurai pour les Comanches autant d'amitié que jusqu'à présent j'ai eu de défiance.
Les chefs indiens se pressèrent autour de leurs nouveaux amis, auxquels ils prodiguèrent, avec la naïveté qui caractérise les natures primitives, les marques d'affection et de respect. Les 2 chasseurs étaient depuis longtemps connus dans la tribu du serpent. Leur réputation était faite. Bien souvent, pendant la nuit, autour du feu du campement, le récit de leurs exploits avait frappé d'admiration les jeunes gens, auxquels les vieux guerriers les racontaient. La réconciliation avait été franche entre le cœur loyal et la tête d'aigle. Il ne restait plus entre eux la moindre trace de leur haine passée. L'héroïsme du chasseur blanc avait vaincu la rancune du guerrier peau-rouge. Les 2 hommes causaient paisiblement, assis à l'entrée d'une hutte, lorsqu'un grand cri se fit entendre, et un Indien, les traits bouleversés par la terreur, se précipita dans le camp. Chacun s'empressa autour de cet homme pour avoir des nouvelles, mais l'Indien, ayant aperçu la tête d'aigle, s'avança vers lui. « Que se passe-t-il » demanda le chef. L'Indien fixa un regard féroce sur le cœur loyal et belle humeur, qui, pas plus que les autres, ne soupçonnait d'où venait cette panique. « Prenez garde, que ces 2 visages pâles ne s'échappent. Nous sommes trahis, dit-il, d'une voix entrecoupée et haletante, à cause de la rapidité avec laquelle il était venu. Que mon frère s'explique plus clairement, ordonna la tête d'aigle. Tous les trappeurs blancs, les longs couteaux de l'Ouest sont réunis. Ils forment un détachement de guerre de près de 100 hommes. Ils s'avancent en se développant de façon à investir le camp de tous les côtés à la fois. Êtes-vous sûr que ces chasseurs viennent en ennemis ? Dit encore le chef. Comment en serait-il autrement ? Répondit le guerrier indien. Ils rampent comme des serpents dans les hautes herbes, le fusil en avant et le couteau à scalper entre les dents. Chef, nous sommes trahis. Ces 2 hommes ont été envoyés au milieu de nous afin d'endormir notre vigilance. La tête d'aigle et le cœur loyal échangèrent un sourire d'une expression indéfinissable, et qui fut une énigme pour d'autres que pour eux. Le chef Comanche se tourna vers l'Indien. « Vous avez vu ?» lui demanda-t-il. « Celui qui marche devant les chasseurs ?»« Oui, je l'ai vu. »« Et c'est Hamik, l'élan noir, le premier gardien des trappes du cœur loyal ?»« Quel autre pourrait-ce être ?»« Bien. Retirez-vous. » dit le guerrier en congédiant le messager d'un signe de tête. Puis, s'adressant au chasseur, « Que faut-il faire ?» lui demanda-t-il. « Rien, » répondit le cœur loyal. « Ceci me regarde, que mon frère me laisse agir seul. »« Mon frère est le maître. »« Je vais à la rencontre des chasseurs, que la tête d'aigle retienne jusqu'à mon retour ces jeunes hommes dans le camp. Cela sera fait. » Le cœur loyal jeta son fusil sur l'épaule, donna une poignée de main à belle humeur, sourit au chef Comanche et se dirigea vers la forêt de ce pas assuré et tranquille à la fois, qui lui était habituel. Il disparut bientôt au milieu des arbres. « fit belle humeur, en allumant sa pipe indienne et s'adressant à la tête d'aigle. « Vous voyez, chef, que dans ce monde, ce n'est pas souvent une maladroite spéculation que de se laisser guider par son cœur. » Et satisfait outre mesure de cette boutade philosophique qui lui paraissait pleine d'à-propos, le Canadien s'enveloppa d'un épais nuage de fumée. Sur l'ordre du chef, toutes les sentinelles disséminées aux abords du camp furent rappelées. Les Indiens attendaient avec anxiété le résultat de la démarche tentée par le cœur loyal. Chapitre 2. Les pirates. C'était le soir, à une distance à peu près égale du camp des Mexicains et de celui des Comanches. Cachés dans un ravin profondément encaissé entre 2 hautes collines, une 40aine d'hommes étaient réunis autour de plusieurs feux, disposés de façon à ce que la lueur des flammes ne pût trahir leur présence. L'aspect étrange que présentait cette réunion d'aventuriers, aux traits sombres, aux regards farouches, aux costumes sordides et bizarres, offrait un tableau digne du crayon satirique de Callot ou du pinceau de Salvator Rosa. Ces hommes, composés hétérogènes de toutes les nationalités qui peuplent les 2 mondes, depuis le russe jusqu'au chinois, étaient la plus complète collection de coquins qui se puisse imaginer. Hommes de sac et de corde, sans foi ni loi, sans feu ni lieu, véritable rebut de la civilisation qui les avait rejetés de son sein, obligés à chercher un refuge au fond des prairies de l'Ouest.
Dans ces déserts mêmes, ils formaient bande à part, combattant tantôt contre les chasseurs, tantôt contre les Indiens, surpassant les uns et les autres en cruauté et en fourberie. Ces hommes, en un mot, étaient ce que l'on est convenu de nommer des pirates des prairies. Dénomination qui leur convient sous tous les rapports, puisque de même que leurs confrères de l'océan, arborant tous les pavillons, ou plutôt les foulant tous aux pieds, ils courent sus à tous les voyageurs qui se hasardent à traverser isolément les prairies, attaquent et dévalisent les caravanes, et lorsque toute autre proie leur échappe, ils s'embusquent traîtreusement dans les hautes herbes, pour guetter les Indiens qu'ils assassinent afin de gagner la prime que le gouvernement paternel des États-Unis donne pour chaque chevelure d'aborigène, de même qu'en France on paye la tête de loup. Cette troupe était commandée par le capitaine Ouakteno, que déjà nous avons eu l'occasion de mettre en scène. Il régnait parmi ces bandits une agitation qui présageait quelque expédition mystérieuse. Les uns nettoyaient et chargeaient leurs armes, d'autres reprisaient leurs vêtements, quelques-uns fumaient en buvant du mescal, d'autres enfin dormaient, enveloppés dans leurs manteaux troués. Les chevaux, tous sellés et prêts à être montés, étaient attachés à des piquets. De distance en distance, des sentinelles, appuyées sur leurs longues carabines, silencieuses et immobiles comme des statues de bronze, veillaient au salut de tous. Les lueurs mourantes des feux qui s'éteignaient peu à peu jetaient sur ce tableau des reflets rougeâtres qui donnaient aux pirates une expression plus farouche encore. Le capitaine paraissait en proie à une inquiétude extrême. Il marchait à grands pas au milieu de ses subordonnés, frappant du pied avec colère et s'arrêtant par intervalles pour prêter l'oreille au bruit de la prairie. La nuit se faisait de plus en plus sombre, la lune avait disparu, le vent mugissait sourdement dans les mornes. Les pirates avaient fini, les uns après les autres, par se livrer au sommeil. Seul le capitaine veillait encore. Tout à coup, il lui sembla entendre au loin le bruit d'un coup de feu, puis un second, et tout rentra dans le silence. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura le capitaine avec colère. « Mes drôles, se sont-ils donc laissés surprendre ?» Alors, s'enveloppant avec soin dans son manteau, il se dirigea à grands pas du côté où le bruit s'était fait entendre. Les ténèbres étaient épaisses, et malgré sa connaissance des lieux, le capitaine n'avançait que difficilement à travers les ronces et les broussailles qui à chaque pas lui barraient le chemin. Plusieurs fois, il fut contraint de s'arrêter et de s'orienter pour reprendre sa route dont l'écartaient continuellement les détours auxquels l'obligeaient les blocs de rochers et les épais fourrés qui se trouvaient devant lui. Pendant une de ces haltes, il crut percevoir à une légère distance le bruit d'un froissement de feuilles et de branches semblable à celui occasionné par la course précipitée d'un homme ou d'une bête fauve dans un taillis. Le capitaine s'effaça derrière le tronc d'un gigantesque acajou, saisit ses pistolets qu'il arma, afin d'être préparé à tout événement, et penchant la tête en avant, il écouta. Tout était calme autour de lui. On était arrivé à cette heure mystérieuse de la nuit où la nature semble dormir et où tous les bruits sans nom de la solitude s'éteignent pour ne laisser, suivant l'expression indienne, entendre que le silence. « Je me suis trompé » murmura le pirate, et il fit un mouvement pour revenir sur ses pas. En ce moment, le même bruit se renouvela, plus distinct et plus rapproché, suivi presque immédiatement d'un gémissement étouffé. « Vive Dieu !» fit le capitaine. « Ceci commence à devenir intéressant. J'en aurai le cœur net. » Après quelques minutes d'une course précipitée, il vit glisser à quelques pas de lui, dans les ténèbres, l'ombre presque effacée d'un homme. Cet individu, quel qu'il fût, paraissait marcher avec difficulté. Il trébuchait à chaque pas, s'arrêtait par intervalles comme pour reprendre des forces. Parfois, il lui laissait échapper une plainte étouffée. Le capitaine se jeta au-devant de lui pour lui barrer le passage. Lorsque l'inconnu l'aperçut, il poussa un cri d'effroi et tomba sur ses deux genoux en murmurant d'une voix entrecoupée par la terreur. « Grâce, grâce, ne me tuez pas !»« Eh ! Mais, fit le capitaine étonné, c'est le babillard ? Qui diable l'a si mal accommodé ?» Et il se pencha vers lui. C'était en effet le guide. Il était évanoui. « La peste étouffe l'imbécile !» murmura le capitaine avec dépit.
Comment l'interroger à présent? Mais le pirate était homme de ressources. Il repassa ses pistolets dans sa ceinture, et enlevant le blessé, il le jeta sur ses épaules. Chargé de ce fardeau qui ne semblait nullement le gêner dans sa marche, il reprit à grands pas la route qu'il venait de suivre et rentra dans son camp. Il déposa le guide auprès d'un brasier à demi éteint, dans lequel il jeta quelques brassées de bois sec pour le raviver. Bientôt, une flamme claire lui permit d'examiner l'homme qui gisait sans connaissance à ses pieds. Les traits du babillard étaient livides. Une sueur froide perlait à ses tempes, et le sang coulait en abondance d'une blessure qu'il avait à la poitrine. « Cascalas !» murmura le capitaine. « Voilà un pauvre diable bien avarié. Pourvu qu'avant de passer, il puisse me dire quels sont ceux qui l'ont mis dans cet état, et ce qu'est devenu Kennedy. » De même que tous les coureurs des bois, le capitaine possédait certaines connaissances pratiques en médecine. Il n'était pas embarrassé pour soigner une blessure d'arme à feu. Grâce aux soins qu'il prodigua au bandit, celui-ci ne tarda pas à revenir à lui. Il poussa un profond soupir, ouvrit des yeux hagards et resta pendant un temps assez long sans pouvoir parler. Mais cependant, après plusieurs efforts infructueux, aidé par le capitaine, il parvint à s'asseoir, et hochant la tête à plusieurs reprises, il lui dit avec tristesse d'une voix basse et entrecoupée : « Tout est perdu, capitaine. Notre coup est manqué. »« Mille tonnerres !» s'écria le pirate, en frappant du pied avec rage. « Comment ce malheur nous est-il donc arrivé ?»« La jeune fille est un démon !» reprit le guide, dont la respiration sifflante et la voix de plus en plus faible montraient qu'il n'avait plus que quelques minutes à vivre. « Si tu le peux, » fit le capitaine, qui n'avait rien compris à l'exclamation du blessé. « Dis-moi comment se sont passées les choses, et quel est ton assassin, afin que je puisse te venger. » Un sourire sinistre plissa péniblement les lèvres violettes du guide. « Le nom de mon assassin ?» dit-il d'une voix ironique. « Oui. »« C'est Donialus. »« Donialus » s'écria le capitaine en bondissant de surprise. « Impossible !»« Écoutez, » reprit le guide, « mes instants sont comptés. Bientôt je serai mort. Un homme dans ma position ne ment pas. Laissez-moi parler sans m'interrompre. Je ne sais si j'aurai le temps de tout vous dire avant d'aller rendre mes comptes à celui qui sait tout. Parle, fit le capitaine. Et comme la voix du blessé devenait de plus en plus faible, il s'agenouilla près de lui afin de ne rien perdre de ses paroles. Le guide ferma les yeux, se recueillit quelques secondes, puis il dit, avec effort : « Donnez-moi de l'eau-de-vie. »« Tu es fou ? L'eau-de-vie te tuera. » Le blessé secoua la tête. « Elle me rendra les forces nécessaires pour que vous puissiez entendre tout ce que j'ai à vous dire. Ne suis-je pas déjà à moitié mort ? » ?»« C'est vrai, » murmura le capitaine. « N'hésitez donc pas, » reprit le blessé qui avait entendu. « Le temps presse. J'ai des choses importantes à vous apprendre. »« Soit donc, » murmura le pirate après un moment d'hésitation, et prenant sa gourde, il la porta aux lèvres du guide. Celui-ci but avidement pendant assez longtemps. Une rougeur fébrile colora les pommettes de ses joues, ses yeux presque éteints s'éclairèrent et brillèrent d'un vif éclat. « Maintenant, » dit-il d'une voix ferme et assez haute, « ne m'interrompez pas. Dès que vous me verrez faiblir, vous me ferez boire. Peut-être aurai-je le temps de tout vous rapporter. » Le capitaine lui fit un signe d'assentiment. Le babillard commença. Son récit fut long à cause des faiblesses fréquentes qui le prenaient. Lorsqu'il fut terminé, « Vous le voyez, » ajouta-t-il, « cette femme, comme je vous l'ai dit déjà, est un démon. Elle a tué Kennedy et moi. Renoncez à sa capture, capitaine. C'est un gibier trop difficile à chasser. Vous ne pourrez jamais vous en emparer. » « Bon, » fit le capitaine en fronçant les sourcils. « Te figures-tu que j'abandonne ainsi mes projets ? » ?»« Bonne chance alors, » murmura le guide. « Pour moi, mon affaire est faite. Mon compte est réglé. Adieu, capitaine, » ajouta-t-il avec un sourire étrange. « Je vais à tous les diables. Nous nous reverrons là-bas. »
Il tomba à la renverse. Le capitaine voulut le relever. Il était mort. Bon voyage, murmura-t-il avec insouciance. Il chargea le corps sur ses épaules, le porta dans un fourré au milieu duquel il fit un trou, où il le mit. Puis, cette opération achevée en quelques minutes, il revint près du feu, s'enveloppa de son manteau, s'étendit sur le sol, les pieds au brasier, et s'endormit en disant « Dans quelques heures, il fera jour. Nous verrons ce que nous aurons à faire. » Les bandits ne dorment pas tard. Au lever du soleil, tout était en rumeur dans le camp des pirates. Chacun se préparait au départ. Le capitaine, loin de renoncer à ses projets, avait au contraire résolu d'en brusquer l'exécution, afin de ne pas laisser le temps aux Mexicains de trouver, parmi les trappeurs blancs des prairies, des auxiliaires, qui auraient rendu la réussite impossible. Dès qu'il fut certain que les ordres qu'il avait donnés étaient bien compris, le capitaine fit le signal du départ. La troupe se mit en marche à l'indienne, c'est-à-dire en tournant littéralement le dos à l'endroit vers lequel elle se dirigeait. Puis, arrivés dans une position qui parut leur offrir les conditions de sécurité qu'ils désiraient, les pirates mirent pied à terre, les chevaux furent confiés à quelques hommes déterminés, et les bandits s'allongeant sur le sol comme un essaim de vipères, ou bien sautant de branche en branche et d'arbre en arbre, s'avancèrent avec toutes les précautions usitées dans les surprises, vers le camp des Mexicains. Chapitre 3. Le dévouement. Ainsi que nous l'avons dit dans un chapitre précédent, le docteur avait quitté le camp des Mexicains, chargé par Doña Luz d'un message pour l'élan noir. Comme tous les savants en eussent, le docteur était fort distrait de sa nature, cela avec les meilleures intentions du monde. Pendant les premiers moments, selon l'habitude de ses confrères, il se creusait la tête pour tâcher de deviner la signification des paroles, tant soit peu cabalistiques à son avis, qu'il devait répéter au trappeur. Il ne comprenait pas de quel secours pouvait être pour ses amis un homme à demi sauvage, qui vivait seul dans la prairie et dont l'existence se passait à chasser et à trapper. S'il avait accepté aussi promptement cette mission, la profonde amitié qu'il professait pour la nièce du général en était la seule cause, bien qu'il n'en espérât aucun résultat avantageux. Ainsi que nous l'avons dit, il s'était résolument mis en route, convaincu que la certitude de son départ calmerait l'inquiétude de la jeune fille. Bref, il avait plutôt voulu satisfaire un caprice de malade que faire une chose sérieuse. Aussi, dans la persuasion où il était que la mission dont on l'avait chargé était inutile, au lieu d'aller directement à Franc-Étrier, comme il aurait dû le faire, au toldo de l'élan noir, il mit pied à terre, passa dans son bras la bride de son cheval et commença à chercher des simples, occupation qui ne tarda pas à si bien l'absorber qu'il oublia complètement les recommandations de Doña Luz et la raison pour laquelle il avait quitté le camp. Cependant, le temps se passait, la moitié du jour était déjà écoulée. Le docteur, qui depuis longtemps aurait dû être de retour, n'avait pas reparu. L'anxiété était vive au camp des Mexicains. Le général et le capitaine avaient tout organisé pour une défense vigoureuse en cas d'attaque. Rien ne paraissait. Le plus grand calme continuait à régner aux environs. Les Mexicains n'étaient pas éloignés de croire à une fausse alerte. Doña Luz seule sentait son inquiétude augmenter d'instant en instant, les yeux fixés sur la plaine. Elle regardait en vain du côté par lequel son messager devait revenir. Tout à coup, il lui sembla que les hautes herbes de la prairie avaient un mouvement oscillatoire qui ne leur était pas naturel. En effet, il n'y avait pas un souffle dans l'air, une chaleur de plomb pesait sur la nature, les feuilles des arbres, brûlées par les rayons du soleil, étaient immobiles. Seules les hautes herbes agitées par un mouvement lent et mystérieux continuaient à osciller sur elles-mêmes. Et chose extraordinaire, ce mouvement presque imperceptible et qu'il fallait une certaine attention pour reconnaître, n'était pas général, au contraire, il était successif, se rapprochant peu à peu du camp avec une régularité qui laissait deviner une impulsion, pour ainsi dire organisée, de façon qu'à mesure qu'il se communiquait aux herbes les plus rapprochées, les plus éloignées rentraient peu à peu dans une immobilité complète, dont elles ne sortaient plus. Les sentinelles placées au retranchement ne savaient à quoi attribuer ce mouvement auquel elles ne comprenaient rien.
Le général, en soldat expérimenté, résolut de savoir à quoi s'en tenir, quoiqu'il n'eût jamais eu affaire personnellement aux Indiens. Il avait trop entendu parler de leur manière de combattre pour ne pas soupçonner quelque fourberie. Ne voulant pas dégarnir le camp qui avait besoin de tous ses défenseurs, il résolut de tenter lui-même l'aventure et d'aller à la découverte. À l'instant où il se préparait à escalader les retranchements, le capitaine l'arrêta en lui posant respectueusement le bras sur l'épaule. « Que voulez-vous, mon ami » lui demanda le général en se retournant. « Je voudrais, avec votre permission, vous adresser une question, mon général, » répondit le jeune homme. « Faites. Vous quittez le camp ?»« Oui. »« Pour aller à la découverte, sans doute. »« Pour aller à la découverte, oui. »« Alors, général, c'est à moi que cette mission appartient. »« Pourquoi cela ?» fit le général étonné. « Mon Dieu, général, c'est bien simple. Je ne suis qu'un pauvre diable d'officier subalterne qui vous doit tout. » Après, le péril que je courrai, s'il y a péril, ne compromettra en rien le succès de l'expédition. Au lieu que... Si vous êtes tué... Le général fit un mouvement. « Il faut tout prévoir, » continua le capitaine, « quand on a devant soi des adversaires comme ceux qui nous menacent. » C'est juste. Après ? Eh bien, l'expédition sera manquée, et pas un de nous ne reverra les pays civilisés. Vous êtes la tête, nous ne sommes que les bras, nous autres. Restez donc au camp. Le général réfléchit quelques secondes, puis serrant cordialement la main du jeune homme. « Merci, dit-il, mais il faut que je voie par moi-même ce qui se trame contre nous. La circonstance est trop sérieuse pour que je puisse me fier, même à vous. »« Il faut que vous restiez, général, » insista le capitaine. « Si ce n'est pas pour nous, que ce soit au moins pour votre nièce, pour cette innocente et frêle créature, qui, s'il vous arrivait malheur, se trouverait seule, abandonnée au milieu de peuplades féroces, sans soutien et sans protecteur. Qu'importe ma vie à moi, pauvre enfant sans famille, qui doit tout à vos bontés. L'heure est venue de vous prouver ma reconnaissance. Laissez-moi acquitter ma dette. » Mais, voulut dire le général. Vous le savez, continua le jeune homme avec entraînement. Si je pouvais vous remplacer auprès de Don Yalous, j'accepterais avec bonheur, mais je suis trop jeune encore pour jouer ce noble rôle. Allons, général, laissez-moi prendre votre place. Elle m'appartient. Moitié de gré, moitié de force, il fit reculer le vieil officier, s'élança sur les retranchements, les franchit d'un bond et s'éloigna à grands pas, après avoir fait un dernier signe d'adieu. Le général le suivit des yeux aussi longtemps qu'il put l'apercevoir, puis il passa sa main sur son front soucieux, en murmurant « Brave garçon, excellente nature. »« N'est-ce pas, mon oncle ?» lui répondit Don Yalous, qui s'était approché sans être vu. « Tu étais là, cher enfant, » lui dit-il, avec un sourire qu'il cherchait vainement à rendre joyeux. « Oui, mon bon oncle, j'ai tout entendu. »« Bien, chère petite, » fit le général avec effort. « Mais ce n'est pas le moment de s'attendrir. Je dois songer à ta sûreté. Ne reste pas ici plus longtemps, viens avec moi. En ce lieu, une balle indienne pourrait trop facilement t'atteindre. » La prenant par la main, il la conduisit doucement jusqu'à sa tente. Après l'y avoir fait entrer, il lui donna un baiser sur le front, lui recommanda de ne plus sortir et retourna au retranchement, où il se mit à surveiller avec le plus grand soin ce qui se passait dans la plaine, tout en calculant mentalement le temps qui s'était écoulé depuis le départ du docteur, et s'étonnant de ne pas le voir revenir. « Il sera tombé au milieu des Indiens, » disait-il, « pourvu qu'il ne l'ait pas tué. » Le capitaine Aguilar était un intrépide soldat, formé dans les guerres incessantes du Mexique. Il savait allier le courage à la prudence. Arrivé à une certaine distance du camp, il s'étendit à plat ventre et gagna en rampant un bloc de rocher qui était parfaitement disposé pour lui servir d'embuscade. Tout paraissait tranquille autour de lui. Aucun indice ne pouvait lui faire supposer que l'ennemi s'approchât. Après un temps assez long, passé à explorer le terrain, il se préparait à regagner le camp, avec la conviction que le général s'était trompé,
que nul péril imminent n'existait, lorsque tout à coup, à 10 pas de lui, un achata bondit effaré, les oreilles droites, la tête rejetée en arrière, fuyant avec une vélocité extrême, en donnant les marques de la plus grande terreur. « Oh » murmura le jeune homme. « Y aurait-il donc quelque chose ? Voyons un peu. » Quittant alors la roche derrière laquelle il s'abritait, il fit avec précaution quelques pas en avant, afin de s'assurer de la réalité de ses craintes. Les herbes s'agitèrent avec force, une dizaine d'hommes se levèrent subitement autour de lui, et l'entourèrent avant qu'il eût eu le temps de se mettre en défense, ou de regagner l'abri qu'il avait si imprudemment quitté. « À la bonne heure, au moins, dit-il avec le plus dédaigneux sang-froid. Je sais à présent à qui j'ai affaire. Rendez-vous, lui cria un des hommes qui le serrait de près. Allons donc, répondit-il avec un sourire ironique. Vous êtes fou. Il faudra bel et bien me tuer pour me prendre. Alors on vous tuera, mon beau muguet, répondit brutalement le premier interlocuteur. J'y compte bien, dit le capitaine d'un ton goguenard. Je me défendrai. Cela fera du bruit. Mes amis nous entendront. Votre surprise sera manquée. C'est justement ce que je veux. Ces paroles furent prononcées avec un calme qui fit réfléchir les pirates. Ces hommes appartenaient à la troupe du capitaine Wacteno. Lui-même se trouvait parmi eux. Oui, répondit en ricanant le chef des bandits. Votre idée est bonne. Seulement, on peut vous tuer sans faire de bruit. Et alors à vous aussi, votre projet est renversé. Ben, qui sait, dit le jeune homme. Avant que les pirates pussent le prévenir, il fit un bond énorme en arrière, renversa 2 hommes et courut avec une vélocité extrême dans la direction du camp. Le premier mouvement de surprise passé, les bandits s'élancèrent à sa poursuite. Cet assaut de vitesse dura assez longtemps de part et d'autre, sans que les pirates vissent la distance qui les séparait du fugitif diminuer sensiblement. Tout en le poursuivant, comme ils tâchaient autant que possible de ne pas se laisser apercevoir par les sentinelles mexicaines qu'ils voulaient surprendre, cette manœuvre les obligeait à des détours qui ralentissaient nécessairement leur course. Le capitaine était arrivé à portée de voix des siens. Il jeta un regard en arrière, profitant du temps d'arrêt qu'il faisait pour reprendre haleine. Les bandits avaient gagné sur lui une avance considérable. Le jeune homme comprit que s'il continuait à fuir, il causerait le malheur qu'il voulait éviter. Son parti fut pris en une seconde. Il résolut de mourir, mais il voulut mourir en soldat, et en succombant, être utile à ceux pour lesquels il se dévouait. Il s'appuya contre un arbre, plaça son machette auprès de lui, à portée de sa main, sortit ses pistolets de sa ceinture, et faisant face aux bandits qui n'étaient plus qu'à une trentaine de pas de lui, afin d'attirer l'attention de ses amis, il cria d'une voix éclatante. « Alerte ! Alerte ! Voici les ennemis !» Puis, avec le plus grand sang-froid, il déchargea ses armes comme dans un tir à la cible. Il avait 4 pistolets doubles, répétant à chaque pirate qui tombait. « Alerte ! Voici les ennemis ! Ils nous entourent ! Garde à vous ! Garde à vous !» Les bandits, exaspérés par cette rude défense, se ruèrent sur lui avec rage, oubliant toutes les précautions qu'ils avaient prises jusque-là. Alors commença une mêlée horrible et gigantesque d'un homme seul contre 20 et 30, car à chaque pirate qui tombait, un autre prenait sa place. La lutte était affreuse. Le jeune homme avait fait le sacrifice de sa vie, mais il voulait la vendre le plus cher possible. Nous l'avons dit, à chaque coup qu'il tirait, à chaque revers de machette qu'il lançait, il poussait son cri d'avertissement. Cri auquel répondaient les Mexicains en faisant de leur côté un feu roulant de mousqueterie sur les pirates, qui se montraient alors à découvert, s'acharnant auprès de cet homme qui leur barrait si audacieusement le passage avec l'infranchissable rempart de sa loyale poitrine. Enfin, le capitaine tomba sur un genou. Les pirates se précipitèrent pêle-mêle sur son corps, se blessant les uns les autres, dans la frénésie avec laquelle ils cherchaient à l'achever. Un pareil combat ne pouvait longtemps durer. Le capitaine Aguilar succomba, mais en tombant, il entraîna dans sa chute 12 pirates qu'il avait immolés,
et qui lui firent un sanglant cortège dans la tombe. Murmura le capitaine Wacteno en le considérant avec admiration, tout en étanchant le sang d'une large blessure qu'il avait reçue à la poitrine. Quel rude homme! Si les autres lui ressemblent, nous n'en viendrons jamais à bout. Allons, continua-t-il, en se retournant vers ses compagnons qui attendaient ses ordres. Ne nous laissons pas plus longtemps fusiller comme des pigeons. À l'assaut! Vive Dieu! À l'assaut! Les pirates s'élancèrent à sa suite en brandissant leurs armes et commencèrent à escalader le rocher, en vociférant. À l'assaut! À l'assaut! De leur côté, les Mexicains, témoins de la mort héroïque du capitaine Aguilar, se préparèrent à le venger. Chapitre 4. Le docteur. Pendant que s'accomplissaient ces événements terribles, le docteur herborisait tranquillement. Le digne savant, émerveillé par la riche flore qu'il avait sous les yeux, avait tout oublié pour ne plus songer qu'à l'ample moisson qu'il pouvait faire. Il allait, le corps penché vers la terre, s'arrêtant devant chaque plante qu'il admirait longtemps, avant de se résoudre à l'arracher. Lorsqu'il se fut chargé d'un nombre infini de plantes et d'herbes pour lui excessivement précieuses, il se résolut enfin à s'asseoir au pied d'un arbre, afin de les classer à son aise, avec tout le soin que les savants émérites ont coutume d'apporter à cette opération délicate, tout en grignotant quelques morceaux de biscuit qu'il tira de sa gibecière. Il était depuis longtemps plongé dans cette occupation, qui lui procurait une de ces jouissances extrêmes que les savants seuls peuvent savourer et qui sont inconnues du vulgaire. Probablement, il se serait oublié à ce travail jusqu'à ce que la nuit le surprît et l'obligeât à chercher un abri, lorsqu'une ombre vint tout à coup se placer entre le soleil et lui, et projeter son reflet sur les plantes qu'il classait avec tant de soin. Machinalement, il leva la tête. Un homme, appuyé sur un long rifle, était arrêté devant lui et le considérait avec une attention goguenarde. Cet homme était l'Élan Noir. « Hé hé !» dit-il au docteur. « Que faites-vous donc là, mon brave monsieur ? Le diable m'emporte. En voyant ainsi remuer les herbes, j'ai cru qu'il y avait un chevreuil dans le fourré, et j'ai été sur le point de vous envoyer une balle. »« Diable !» s'écria le docteur, en le regardant avec effroi. « Faites-y attention, vous auriez pu me tuer, savez-vous ?»« Parbleu !» reprit le trappeur en riant. « Mais ne craignez rien, j'ai reconnu mon erreur à temps. » « Dieu soit loué !» Et le docteur, qui venait d'apercevoir une plante rare, se baissa vivement pour la saisir. « Vous ne voulez donc pas me dire, continua le chasseur, ce que vous faites là ? Vous le voyez bien, mon ami. Moi, je vois que vous vous amusez à arracher les mauvaises herbes de la prairie. Voilà tout. Et je me demande à quoi cela peut vous servir. »« Oh, l'ignorance !» murmura le savant. Et il ajouta tout haut avec ce ton de condescendance doctorale particulier aux disciples d'Esculape. « Mon ami, je cueille des simples que je collectionne, afin de les classer dans mon herbier. La flore de ces prairies est magnifique. Je suis convaincu que j'ai découvert au moins 3 nouvelles espèces du Chirostemon pentadactylon, dont le genre appartient à la Flora mexicana. »« Ah !» fit le chasseur, en ouvrant des yeux énormes et faisant des efforts inouïs pour ne pas rire au nez du docteur. « Vous croyez avoir trouvé 3 espèces nouvelles de... »« Chirostemon pentadactylon, mon ami, » dit le savant avec douceur. « Eh ben, au moins, peut-être y en a-t-il 4. Oh, cela est donc utile. »« Comment ? Si c'est utile !» s'écria le médecin scandalisé. « Ne vous fâchez pas, je ne sais pas, moi. »« C'est juste, » fit le savant, radouci par le ton de l'Élan Noir. « Vous ne pouvez comprendre l'importance de ces travaux qui font faire à la science un pas immense. Voyez-vous cela ? Et c'est pour arracher ainsi des herbes que vous êtes venu dans les prairies ? Pas pour autre chose. » L'Élan Noir le considéra avec cette admiration que cause la vue d'un phénomène inexplicable.
Le chasseur ne parvenait pas à comprendre qu'un homme sensé se résolût ainsi de gaieté de cœur à supporter une vie de privation et de péril, dans le but inqualifiable pour lui d'arracher des plantes qui ne servent à rien. Aussi en vint-il au bout d'un instant à se persuader que le savant était fou. Il lui lança un regard de commisération en hochant la tête, et plaçant son rifle sur son épaule, il se prépara à continuer sa route. « Allons, allons », dit-il de ce ton que l'on emploie pour parler aux enfants et aux aliénés. « Vous avez raison, mon brave monsieur. Arrachez, arrachez, vous ne faites tort à personne, et il en restera toujours assez. Bonne chance, et au revoir. » Et sifflant ses chiens, il fit quelques pas, mais revenant presque aussitôt. « Encore un mot, » fit-il en s'adressant au docteur, qui déjà ne pensait plus à lui et s'était remis avec ardeur à la besogne que l'arrivée du chasseur l'avait forcé d'interrompre. « Dites, » répondit-il en levant la tête. « J'espère que la jeune dame qui est venue visiter hier mon hâteau, en compagnie de son oncle, se porte bien, hein ? Pauvre cher enfant, vous ne pouvez vous imaginer combien je m'intéresse à elle, mon brave monsieur. » Le docteur se releva subitement en se frappant le front. « Étourdi que je suis, dit-il. Je l'avais complètement oublié. » Oublié ? Quoi donc ? Demeura le chasseur étonné. Je n'en fais jamais d'autres, murmura le savant. Heureusement que le mal n'est pas grand, et que puisque vous êtes là, il est facile à réparer. De quel mal parlez-vous ? Fit le trappeur avec un commencement d'inquiétude. Figurez-vous, continua tranquillement le docteur, que la science m'absorbe tellement que j'en oublie souvent le boire et le manger, à plus forte raison, n'est-ce pas, les commissions dont je me charge. Au fait, dit le chasseur avec impatience. Ah, mon Dieu, c'est bien simple. J'ai quitté le camp au point du jour pour me rendre à votre hutte, mais arrivé là, j'ai été tellement charmé par les innombrables plantes rares que je foulais au pied de mon cheval, que sans plus songer à suivre ma route, je me suis arrêté d'abord pour arracher une plante. Puis j'en ai aperçu une autre qui manquait à mon herbier, une autre après, ainsi de suite. Bref, je n'ai plus du tout songé à aller vous trouver. J'étais même tellement absorbé par mes recherches que votre présence imprévue, il n'y a qu'un instant, ne m'a pas remis en mémoire la commission que j'avais à faire auprès de vous. Ainsi, vous êtes parti du camp, au lever du soleil ? Mon Dieu, oui. Savez-vous l'heure qu'il est en ce moment ? Le savant regarda le soleil. 3 heures à peu près, dit-il. Mais cela importe peu, je vous le répète, puisque vous voilà. Je vais vous rapporter ce que Donia Luz m'a chargé de vous dire, et tout sera arrangé, je l'espère. Dieu veuille que votre négligence ne soit pas cause d'un grand malheur, fit le chasseur avec un soupir. Que voulez-vous dire ? Bientôt, vous le saurez. J'espère que je me trompe. Parlez, je vous écoute. Voici ce que Donia Luz m'a prié de vous répéter. Ainsi c'est Donia Luz qui vous envoie à moi ? Elle-même ? S'est-il donc passé quelque chose de sérieux au camp ? Au fait, c'est vrai. Cela pourrait être plus grave que je ne l'ai supposé d'abord. Voici l'affaire. Cette nuit, un de nos guides, le babillard, lui-même, vous le connaissez ? Oui. Après ? Eh bien, il paraît que cet homme complotait avec un autre bandit de son espèce de livrer le camp à des Indiens, probablement. Donia Luz a par hasard entendu toute la conversation de ces drôles, et au moment où il passait près d'elle pour s'échapper, elle a tiré sur eux 2 coups de pistolet à bout portant. Elle les a tués ? Malheureusement non. L'un, quoique grièvement blessé, sans doute, a pu s'échapper. Quel est celui-là ? Le babillard. Et alors ? Alors Donia Luz m'a fait jurer de me rendre auprès de vous et de vous dire... Attendez donc, fit le savant en cherchant à se souvenir. L'élan, l'heure sonne, interrompit vivement le chasseur. C'est cela même, fit le savant en se frottant les mains avec joie. Je l'avais sur le bout de la langue. Je vous avoue que cela m'a paru assez obscur et je n'y ai rien compris du tout. Mais vous allez me l'expliquer, n'est-ce pas ? Le chasseur le saisit vigoureusement par le bras, et approchant son visage du sien, il lui dit, le regard enflammé et les traits contractés par la colère. « Misérable fou ! Pourquoi n'êtes-vous pas venu me trouver en toute hâte ?
Au lieu de perdre le temps comme un imbécile, votre retard causera peut-être la mort de tous vos amis. Il serait possible, s'écria le docteur atterré, sans songer à se formaliser de la façon un peu brusque dont le secouait le chasseur. Vous étiez chargé d'un message de vie et de mort. Insensé que vous êtes. Maintenant que faire? Peut-être est-il trop tard. Oh, ne dites pas cela, s'écria le savant avec agitation. Je mourrais de désespoir s'il en était ainsi. Le pauvre homme fondit en larmes et donna des preuves non équivoques du plus grand chagrin. L'élan noir fut obligé de le consoler. Voyons, du courage, mon brave monsieur, lui dit-il en se radoucissant. Que diable? Peut-être tout n'est-il pas perdu? Oh, si j'étais cause d'un si grand malheur, je n'y survivrais pas. Enfin, ce qui est fait est fait. Il faut en prendre notre parti, dit philosophiquement le trappeur. Je vais aviser à leur venir en aide. Grâce à Dieu, je ne suis pas aussi seul qu'on pourrait le croire. J'espère, d'ici à quelques heures, avoir réuni une trentaine de mes meilleurs rifles de la prairie. Vous les sauverez, n'est-ce pas? Du moins, je ferai tout ce qu'il faudra pour cela. Et s'il plaît à Dieu, je réussirai. Le ciel vous entende. Amen, dit le chasseur en se signant dévotement. Maintenant, écoutez-moi. Vous allez retourner au camp. De suite. Mais plus de cueillement de fleurs, ni d'arrachement d'herbes, n'est-ce pas? Oh, je vous le jure. Maudite soit l'heure à laquelle je me suis mis à herboriser, s'écria le savant avec un désespoir comique. Très bien, c'est convenu. Vous rassurerez la jeune dame ainsi que son oncle, vous leur recommanderez de faire bonne garde, et en cas d'attaque une vigoureuse résistance. Et vous leur direz que bientôt ils verront des amis venir à leur secours. Je le leur dirai. Alors à cheval, et au galop, jusqu'au camp. Soyez tranquille. Mais vous, qu'allez-vous faire? Ne vous occupez pas de moi. Je ne resterai pas inactif. Tâchez seulement de rejoindre vos amis le plus tôt possible. Avant 1 heure, je serai près d'eux. Bon courage et bonne chance. Surtout, ne désespérez pas. L'élan noir lâcha la bride du cheval qu'il avait saisi, et le savant partit à fond de train, allure peu habituelle au bonhomme qui avait une peine infinie à conserver l'équilibre. Le trappeur le regarda un instant s'éloigner, puis il tourna sur lui-même et s'enfonça à grands pas dans la forêt. Il marchait depuis 10 minutes à peine, lorsqu'il se trouva face à face avec No Eusebio, qui avait en travers de sa selle la mère de Cœur Loyal évanouie. Cette rencontre était pour le trappeur une bonne fortune, dont il profita pour demander au vieil Espagnol des renseignements positifs sur le chasseur, renseignements que le vieillard se hâta de lui donner. Puis, les 2 hommes se rendirent à la hutte du trappeur dont ils étaient peu éloignés, et dans laquelle ils pouvaient placer provisoirement la mère de leur ami. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans ce nouveau vlog lecture qui inaugure la 2e partie des trappeurs de l'Arkansas. On est en pleine canicule, je meurs de chaud et j'ai rangé mon linge. Je ne sais pas si ça se voit, j'ai rangé un bon paquet. Bref. Tout ça pour dire que... Bon, je pense que l'histoire, elle est un petit peu cousue de fil blanc, mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas que ce soit un livre où il y ait une partie qui soit assez guidée et où il y a une autre où il reste quand même de l'incertitude. Mais à mon avis, Wacteno, il va se prendre déjà les Mexicains qui sont en train de se défendre grave, et il va se prendre aussi les Comanches et Cœur Loyal et Belle Humeur. Et c'était un sacré paquet de Comanches que je me demande si c'était pas 500 ou un truc comme ça. Après, il y a les femmes et les enfants aussi sans doute. Mais donc, on a lu 4 chapitres, donc de chapitre 1 à 4. On avait donc le Cœur Loyal qui finit par s'arranger avec la tête d'aigle. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un truc qui est sincère. Autant la tête d'aigle, je le trouvais assez fourbe et je trouvais qu'il avait manipulé les anciens pour les convaincre de brûler la mère de Cœur Loyal ou de tuer Cœur Loyal. Autant je pense que le Cœur Loyal, il connaît en fait ces Indiens, il sait comment ils fonctionnent.
Donc il y a moins ce décalage culturel, enfin qui est un petit peu effacé sans doute, parce qu'il les connaît, parce qu'il les fréquente et qu'il les respecte sûrement, Cœur Loyal. Et enfin, je le vois un peu, je le perçois un peu comme ça, et je pense pas que le Cœur Loyal, il ait essayé de pipoter les Indiens. Je pense pas. La partie sur les pirates, c'était intéressant parce que c'est le babillard qui vient agoniser dans les bras plus ou moins de Wacteno, donc du capitaine, et lui dire que c'est Donialus qui l'a tué, enfin qui l'a tué lui, et qui a tué Kennedy, donc deux des pirates, deux des hommes de Wacteno. Wacteno, il me paraît quand même vachement froid, parce que j'ai l'impression qu'il en a pas grand-chose à fiche que le babillard qui était un de ses hommes soit mort, et que Kennedy soit mort. Et bon, il a enterré le babillard vite fait. En gros, il a dû balancer une petite poignée de terre sur lui. C'est pas hyper respectueux du corps. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans un mépris, un rien à foutre absolu. Parce que clairement, enfin, s'il y a un cadavre en plein cagnard sous 3 centimètres de terre, le premier coyote qui passe, il va se régaler, quoi. Hmm. Et par contre, j'ai trouvé intéressant que cette information-là, que Donialus ait attaqué le babillard et compagnie, je trouve que c'est intéressant, que ça dévoile en fait une jeune fille qu'il avait sauvée, qui était un peu vulnérable, parce que souvenez-vous, en fait, elle avait failli se faire détrousser, elle et sa douaigne. Donc les douaignes, c'est les vieilles veuves qui sont habillées tout en noir, qui protègent les jeunes filles pas mariées, enfin protègent, qui les accompagnent pour protéger leur vertu. Et c'est vrai que alors je sais plus si c'était décrit dans les souvenirs de Wacteno ou dans les souvenirs de Donialus, mais alors soit c'est lui qui enjolive un peu le truc et qui est un peu tombé amoureux et qui pense vraiment qu'elle aussi, elle était toute épatée par son action. Soit Donialus, elle est jeune, hein, elle a 15-16 ans je crois, elle a tout bêtement papillonné et elle est passée à autre chose parce qu'elle a vu Cœur Loyal qui est là et qui l'a fait un petit peu fantasmer sous les bords. Bon, je pense qu'on se dirige quand même vers un mariage de Donialus. Autre temps, autre meurt, hein, parce elle est quand même vachement jeune. Et je trouve qu'elle est très codée quand même adolescente. Enfin, c'est une ado, quoi. L'adolescence, je crois que c'est un concept qui a été inventé que dans les années 1950, il me semble. Le dévouement, c'est le capitaine Aguilar, donc le jeune capitaine, qui a dû être un petit peu sous l'aile du général, qui se sacrifie parce qu'ils ont capté en fait que dans les mouvements des grandes herbes autour du camp des Mexicains, il y avait sûrement des gens qui s'approchaient et qui allaient attaquer. Donc il s'est sacrifié, c'est un héros clairement. J'ai trouvé euh, les dialogues, je les ai trouvés un peu longués ma foi. Après j'ai trouvé ça très bien que le gars il dise bah non en général vous y allez pas, hein, les gradés ils restent en arrière, en gros nous on est les petites mains. Parce que en fait techniquement c'est comme ça, hein. Les gradés sont en arrière et c'est les petits soldats qui vont devant. Mais on a vraiment une fin qui est mémorable et puis qui a un petit peu galvanisé les Mexicains pour qu'ils se défendent. Donc c'était plutôt cool. Après, le capitaine Aguilar, c'était un personnage quand même qui était plutôt secondaire, qui avait l'air sympa, mais c'est le gars un peu dans le fond de la pièce, quoi. Donc je suis pas complètement déchirée à sa mort. Alors le chapitre 4, par contre, il m'a fait rire, parce que je pense que ça a dû se sentir. Parce qu'on a une espèce de montée en tension, enfin un apaisement en premier chapitre, une montée en tension, une préparation de l'attaque en chapitre 2, l'attaque en chapitre 3, donc on se rapproche justement du camp des Mexicains et tout ça, et on a le capitaine qui est en action, Wacteno, et t'as l'autre qui cueille ses fleurs dans le chapitre 4. Non mais il est génial. Faut absolument que je fasse un défi Bradbury sur ce gars-là. Je le trouve super drôle parce que le gars qui est en train de... En fait, je pense que Donialus aurait dû être peut-être plus explicite dans ce qu'elle lui disait. Parce que peut-être qu'il se serait un peu bougé les fesses. Parce que là, on dirait que
un peu cerveau TDAH, ou peut-être cerveau neuroatypique, hyperfixation sur ces petites fleurs et ces petites herbes et compagnie, et du coup, pouf, enfin, en gros, il a perdu 12 heures, quoi. Donc il y a juste ses potes qui sont en train de se faire massacrer potentiellement. Donc ça m'a fait trop rire. Mais du coup, je pense que ça dit vraiment que le camp des Mexicains, où ils sont pas très nombreux, j'ai l'impression, ils sont quoi? Ils sont 30, un truc comme ça. Ils se font attaquer par une cinquantaine de bonhommes de pirates des prairies. Sachant que le capitaine, il en a tué une douzaine, donc là ils sont moins nombreux, mais ils vont se manger 500 Comanches et deux autres trappeurs, parce que du coup, mince, j'ai oublié comment il s'appelle le trappeur là qui était avec l'élan noir. L'élan noir, il va aller chercher du renfort. Donc je pense que ça va un petit peu virer au grand massacre. Ça va être assez drôle. Faut que je fasse. On va voir ce que ça peut donner. Mais pour le moment, je ne parierai pas sur une union de Wacteno, donc le capitaine ennemi, et de Donialus, parce qu'en fait, tout ça, c'est pour aller récupérer Donialus. Hein. Je parierai pas sur une union de ces deux-là. Je sais pas si. Donc, Cœur Loyal, si vous vous souvenez, c'est le Raphaël du tout début du prologue, qui avait a priori perdu aux cartes dans une. Perdu aux cartes, pété un scandale, foutu le feu à une maison, je crois, et qu'il avait tué un vaquero, donc un vacher, un cow-boy, qui devait le ramener au juge pour qu'il prononce une sentence. Et donc ce gars-là, il s'est rangé, il est devenu trappeur, etc. Sa mère l'a suivi, etc. Et je me demande du coup si... parce qu'on a quand même une famille nombreuse où la mère a quitté tous ses autres enfants pour rester avec son aîné. Donc je me demande s'ils vont pas quand même retrouver cette famille au Mexique. Parce que là, je suis pas persuadée qu'ils soient au Mexique, parce que c'est les trappeurs de l'Arkansas, donc c'est un petit peu au-dessus. Euh, donc ça, je sais pas. J'aime bien Belle Humeur, il me fait marrer. Il a un côté un peu flegmatique, un petit peu rien à foutre, on y va, quoi, on fonce dans le tas. Il est très loyal, ça c'est cool. Cœur loyal, il est droit dans ses bottes, c'est vraiment le héros chevalier blanc. Euh, le général, il me paraît un petit peu décalé. Je sais pas si c'est parce qu'il est âgé ou quelque chose. Un peu général à la retraite, en fait, qui pratique plus. Et sinon, j'ai trouvé, en fait, que dans la manière dont les Indiens s'expriment, dans les tournures de phrases, j'ai l'impression vraiment, et que là, Gustave Aimard, il a très bien écrit, qu'il traduit en quelque sorte des tournures de phrases qu'il a entendues dans cette langue comanche. Je ne sais pas comment s'appelle la langue, mais on va dire langue comanche. Parce que, rappelez-vous, Gustave Aimard, il a vécu par là-bas, ce genre de choses, il a pu le vivre, et il a épousé une femme comanche. Je ne sais pas ce qui est devenu cette femme, mais ça veut dire qu'il a été esclave, je crois, chez les Comanches. Donc il sait comment. Il est un peu cœur loyal, quoi. Et. Enfin, il a au moins cette connaissance de la culture Comanche, de la culture des prairies. Et j'ai l'impression qu'il y a un effort de fait, un effort autour du réalisme dans cette manière de s'exprimer qu'ont les Indiens, qui est pas tout à fait comme celle des Blancs, et qui a un respect de leur culture aussi. Et je trouve que c'est quand même plutôt cool. Alors, je sais pas à quel point il veut, entre guillemets, raconter la vérité ou pas, parce que là, ça va être lu par des Français. En gros, peut-être des Canadiens aussi. Mais et je crois que ça a été traduit en plus. Mais je trouve qu'il y a un effort, en fait, à ce niveau-là. Donc, je sais pas je connais pas suffisamment la culture comanche pour savoir s'il y a de la véracité ou pas. Je pourrais chercher, tiens, pour le prochain coup, je vais chercher un peu. Mes devoirs pour la semaine prochaine, je vais faire un peu de recherche. Donc voilà, je m'arrête là. On est à 70% du livre. Il reste, euh, je vais vous dire, il reste 3 dimanches. Et il reste de 5 à 16, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 12 chapitres. Alors il y aura un moment où on va en lire 3 parce que les chapitres seront plus courts, sans doute quand il y aura de l'action, et après ça va retomber un petit peu. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que la lecture vous plaît toujours. Je commence un peu à réfléchir à ce que je peux lire par la suite. Belphégor avait pas mal emporté de suffrages, et sinon c'est La Petite Fadette de George Sand. Parce qu'en fait, je vais pas vous faire je vais pas vous faire, je vais pas vous lire mon petit chiffon à chaque fois. Euh, La Petite Fadette de George Sand, on est peut-être plus sur un truc qui va être, qui va ressembler un peu à l'été entre guillemets, de mémoire. Hein. Mais Belphégor, ça me botte aussi un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous plaît plus que l'autre. Mais j'irai peut-être plus sur La Petite Fadette. Un truc qui se lit vite et facilement. Et peut-être Belphégor après, pour cet été. Ce qui veut dire qu'il reste 3 semaines, donc on va finir vers le 20 juin. Je crois que si j'enchaîne sur La Petite Fadette de George Sand, il me semble que c'est un petit bouquin. Donc c'est peut-être sur 4-5 semaines. Belphégor, je sais pas encore. Je sais pas. La Petite Fadette, je sais parce que je l'ai lu au collège et c'est vraiment un petit livre qui fait 150 pages peut-être, de poche, je sais plus. Donc très bon dimanche à vous, à mercredi prochain peut-être si j'arrive à sortir un livre en temps et en heure. Et sinon, je vais peut-être faire une vidéo mercredi prochain parce que comme on est en pleine canicule, sur des livres, des romans qui vont parler du froid. Donc ils vont un peu nous donner froid pour nous rafraîchir pendant cette canicule. Peut-être. Allez, très bon dimanche à vous, à tout bientôt, lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!